Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. À la une de ce journal, la vague de chaleur qui vient perturber les examens de fin d'année en France. Les collégiens passent leur brevet dans des conditions difficiles, faute de climatisation dans les salles. Après des attaques ukrainiennes, la Crimée est placée en situation d'urgence par les autorités russes qui contrôlent la zone. On vous explique pourquoi dans cette édition. Au Venezuela, les secouristes tentent de retrouver des survivants 2 jours après le séisme dévastateur. Plus de 50 000 personnes sont toujours portées disparues. Et puis la France affronte la Norvège ce soir à la Coupe du Monde de football. Une rencontre particulière pour les Bleus, sans leur entraîneur, rentré en France après le décès de sa mère. Il a fait jusqu'à 36 degrés aujourd'hui à Londres, 37 degrés à Bruxelles et jusqu'à 40 degrés à Paris. Des températures très élevées dans les capitales européennes qui ne sont pas préparées à faire face à ces fortes chaleurs. En France, la ministre de la Santé dit s'attendre à des décès dans les jours qui viennent à cause de la durée de cette vague de chaleur. Si certains événements ont été annulés, les épreuves nationales du brevet ont, elles, été maintenues pour quelques 850 000 collégiens et des épreuves qui ont eu lieu parfois dans des conditions difficiles. Reportage de Baptiste Coulon devant un collège du centre de Paris. Je te voyais, tu regardais pas le texte. J'étais là, mais wesh, qu'est-ce qu'elle fait ? Difficile pour Tess de se concentrer ce matin sur le sujet de sa dictée, un texte de l'écrivain franco-suisse Blaise Cendrars. Nous, c'était 33 dans notre salle, là, maintenant, pendant qu'on faisait l'épreuve. Plus on avançait, plus il faisait chaud, donc c'était un peu plus dur à la fin. Les murs du collège où elle a passé l'épreuve datent du 19e siècle. Un vieux bâtiment inadapté à ces chaleurs extrêmes. Les salles les moins chaudes ont été réquisitionnées, mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Il y a les privilégiés. Moi j'avais une bonne salle, j'étais au sous-sol, donc il faisait frais. Et ceux qui, comme Tess, ont dû faire avec. La prof qui était dans notre salle pour le brevet, elle était un peu en colère parce que nous, du coup, notre salle n'a pas été modifiée et elle trouvait ça un peu injuste que les autres salles, elles aient pu être à l'ombre et tout et que nous, on était restés dans une des salles les plus chaudes. Il fallait s'adapter dans tous les cas parce qu'on pouvait rien changer. Une situation anticipée tout de même par le personnel du collège Tempère Maxime. Il y a des dames qui nous ont apporté des grosses bouteilles d'eau avec des gobelets et tout et on pouvait aller aussi aux toilettes ou se rafraîchir dans la cour. Parce qu'il y a un truc de brumisateur pour faire un peu du frais. Ces collégiens espèrent désormais une chose, un peu de clémence dans les notes qu'attribueront les examinateurs. Un reportage signé Baptiste Coulon dans un collège parisien. La Crimée est placée en situation d'urgence. La Crimée, c'est cette partie de l'Ukraine annexée depuis 2014 par la Russie. La région subit de graves crises de carburant et d'électricité. Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne a mené des frappes intensives sur les installations énergétiques dans cette zone. Muriel Paradon, les autorités russes locales ont donc décidé de prendre des mesures spéciales. Oui, la situation d'urgence doit normalement permettre aux autorités de débloquer des moyens pour pallier, pour trouver des solutions au manque d'électricité et de carburant. Le gouverneur de Crimée, nommé par Moscou, n'a pas voulu divulguer dans les détails son plan d'action, mais il a assuré que les autorités agissaient. Fait inhabituel, il a aussi reconnu que la région traversait une période difficile et que la situation concernant le carburant était critique. Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine frappe les infrastructures de cette région annexée par les Russes en 2014. Les autorités locales ont déjà été contraintes de suspendre la vente de carburant aux particuliers et instaurer des coupures d'électricité. Les colonies de vacances prévues en Crimée cet été ont également été annulées. L'Ukraine a intensifié ses frappes dans cette région qui abrite de nombreuses bases militaires russes. Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques afin de tarir la manne des hydrocarbures qui permet aux Russes de financer leur effort de guerre. Mais les conséquences sur les civils se font de plus en plus sentir. Muriel Paradon, et si vous voulez plus d'informations sur ce qu'il se passe en Crimée, retrouvez les reportages de notre envoyé spécial dans la région sur notre site rfi.fr.
Des équipes de sauvetage du monde entier sont arrivées au Venezuela. Elles sont là pour aider à la recherche de personnes disparues sous les décombres 2 jours après le séisme qui a fait de nombreux dégâts. Le bilan atteint presque 600 morts et plus de 50 000 personnes sont toujours portées disparues. L'ONG française Secouristes sans frontières se prépare également à apporter son assistance sur place. Dominique Angeloni est à la tête de l'équipe qui va être déployée. Il espère retrouver des survivants. On s'attend à retrouver quand même au bout de 4 jours, parce que c'est le délai qu'on va mettre pour arriver sur site, à trouver ce qu'on appelle des victimes techniques, c'est-à-dire les victimes qui sont à plus d'1 mètre de profondeur, ensevelies. Et ce qu'on appelle les victimes de surface sont évidemment déjà dégagées. Notre travail va être de localiser les victimes qui, elles, sont encore vivantes, mais inconscientes, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux appels, qui n'appellent pas au secours. Pour retrouver ces victimes, on va utiliser des radars de recherche, des scanners, avec des appareils d'écoute, des détecteurs de mouvement à des profondeurs allant jusqu'à entre 5, 10, 15 mètres de profondeur. En Haïti, on a dégagé une femme au bout de 7 jours. Je sais qu'une équipe russe a dégagé un gamin au bout de 11 jours. Après, c'est une question de chance. Où on est situé pendant la catastrophe, dans une cave avec des réserves d'eau, on tient. Puis que dans la chambre à coucher, il y a une bouteille d'eau pour la nuit, voilà, ça tient. Les personnes tiennent. Après, c'est vraiment une question de chance, de circonstances. Mais alors, on a tout connu, tout peut arriver. Dominique Angeloni à la tête d'une équipe de l'ONG française Secouristes sans frontières qui va donc porter son aide au Venezuela. Au Liban, le chef du Hezbollah appelle à un retrait inconditionnel des forces israéliennes du sud du pays. Naïm Kassem, à la tête du mouvement armé pro-iranien, s'est exprimé devant des milliers de partisans de la banlieue sud de Beyrouth pour commémorer la Choura, cette journée de deuil pour la mort de Hussein, une figure très importante de l'islam chiite. Depuis que l'Iran a insisté pour inclure le Liban dans le protocole d'accord avec les États-Unis, la guerre dans le sud libanais connaît une accalmie, même si aujourd'hui, l'armée israélienne a encore annoncé avoir tué 7 membres du Hezbollah, des hommes qui transportaient des armes selon les dires de l'armée israélienne. Le journal en français facile. À la Coupe du monde de football, la France affronte la Norvège ce soir à partir de 19h en temps universel. Une rencontre particulière pour les Bleus. L'entraîneur Didier Deschamps est rentré en France précipitamment après le décès de sa mère pour assister à ses obsèques. C'est donc son habituel adjoint, Guy Stéphane, qui dirigera l'équipe pour ce match avec une mission bien précise: finir à la première place du groupe I. Thomas de Saint-Léger. J'ai la sensation que je suis pas à ma place. Je vais m'efforcer de rendre une situation difficile la plus normale possible. Adjoint fidèle depuis 17 ans, double discret du médiatique Dédé, Guy Stéphane sait ce qu'il doit faire. Du Deschamps sans Didier. Didier veut finir premier, comme l'ensemble du groupe, parce que au niveau de la logistique, c'est complètement différent. Le temps de trajet pour aller dans les différentes villes est beaucoup plus important si on finit deuxième. Question d'horaire aussi, de température sûrement. Les villes où on pourrait jouer ne sont pas situées géographiquement au même endroit. La première place, c'est la meilleure. Pour la conserver, il faudra faire match nul ou gagner face à la redoutable Norvège. À distance, Didier Deschamps reste le patron. Avec Guy Stéphane, les échanges sont constants. Reste l'épreuve du terrain, faire les bons choix, trouver les bons mots. Dans ce contexte, les joueurs cadres comme Aurélien Tchouaméni sont attendus au relais. Il faudra qu'on prenne encore un peu plus la parole, tous en tant qu'équipe, pour être encore plus unis que jamais. C'est un moment compliqué pour tout le monde, que ce soit le coach, mais aussi pour nous. Voilà, il nous a donné une mission. Notre objectif principal va être de le rendre le plus fier possible. Il y a 4 ans, Guy Stéphane avait déjà remplacé au pied levé un Didier Deschamps endeuillé avant un match plus anecdotique de Ligue des Nations. Les Bleus s'étaient inclinés 2-1 face au Danemark. Thomas de Saint-Léger, Boston, RFI. France-Norvège, début de la rencontre, donc ce soir à partir de 19h en temps universel, à 19h TU également. Sénégal-Irak, 2 rencontres que vous pouvez suivre sur les antennes africaines de RFI. Merci de votre fidélité au journal en français facile que vous pouvez réécouter sur françaisfacile.rfi.fr.